podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Nous allons parler d'entreprise aujourd'hui, de Wallonie, de budget, un peu d'international aussi. Et on reçoit pour ça quelqu'un qui est bien placé pour parler de tout. Frédéric Panier, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO d'Act, qui est l'organe qui représente le patronat wallon. Je résume. Les entreprises et entrepreneurs wallons. Voilà. C'est beaucoup mieux dit. Voilà. Ça fait à peu près 1 an que vous êtes à la tête de cette organisation très importante. Vous avez découvert quel monde? Comment ça se passe? Tout d'abord, j'ai découvert un monde d'une richesse impressionnante en termes de diversité du tissu économique wallon, qu'on dit souvent faible, mais quand même, moi, ça fait 1 an que je suis là, je me disais en quelques mois, j'aurais fait le tour des entreprises, mais au bout d'1 an, je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup à découvrir et que je ne serai jamais au bout de... Donc beaucoup de vitalité. Et beaucoup de vitalité. Le deuxième élément, c'est que je découvre une Wallonie qui a envie. On dit parfois que les Wallons et les Wallons n'ont pas suffisamment envie. Moi, je rencontre tous les jours des gens qui ont envie, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, de changer la Wallonie, de la développer. On recevait récemment à dîner le Premier ministre Bardauer. Je disais, la Wallonie, elle a envie, en fait, avant tout. Et puis, dernièrement... Il faut briser des clichés, quoi, quelque part. Ouais, c'est un peu ce cliché de la Wallonie qui n'a pas envie. Moi, je ne le trouve pas, en fait. Au contraire, moi, je découvre des gens qui veulent développer la Wallonie tous les jours. Il faut concrétiser l'essai, on va en parler. Alors, après, c'est peut-être le troisième élément que j'ai découvert qui m'a... Alors, je connaissais un peu, mais qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est à quel point on rend quand même pas la vie facile aux entreprises et aux entrepreneurs en Wallonie. Il y a un élément qui... Pas quelqu'un qui cède facilement à la colère, mais ça a quand même tendance à m'énerver quand je rencontre des entreprises qui m'expliquent qu'elles sont bloquées pour créer de l'emploi, qu'elles sont bloquées pour créer des projets économiques par des problèmes de permis ou de règles kafkaïennes. Il n'y en a pas qu'un. Vous savez, des fois, je vais à des soirées d'entrepreneurs et je suis assailli. 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui me disent « Fred, j'ai un projet, il est bloqué depuis 5, 10, qu'on met des parfois bâtons dans les 30 ans. roues, quoi, quelque part. Ça reste un de nos défauts, et donc c'est une des choses sur lesquelles on travaille avec ce gouvernement, ça reste un de nos grands défis. Et d'ailleurs, dans les inflexions que vous pouvez donner via Act, c'est ça? C'est de dire à un moment, libérer les énergies, quoi, donner les vraies capacités aux entreprises de faire leur travail. C'est le grand message qu'on envoie effectivement au pouvoir public. Dans la déclaration de gouvernement, il faut dire qu'il a été entendu. C'est de dire la chose principale qu'il faut faire en Wallonie, c'est avant que les pouvoirs publics se prennent pour des capitaines d'industrie, ils doivent créer le cadre pour que les entrepreneurs... Et vous avez dit cette semaine dans un entretien à l'Écho, la proportion d'emplois privés est beaucoup trop faible en Wallonie. Parfois, on a tendance à l'oublier. Moi, c'est un chiffre qui me marque, en fait. Ouais. Il y a en Wallonie, alors ça dépend comment on les définit, mais si vous regardez l'emploi salarié privé, on est à 21 pour 100 habitants en Wallonie, 29 en Flandre, 40% en plus. J'ai envie de dire, là est la solution à quasiment tous nos problèmes. Vous voulez plus de pouvoir d'achat, mais créons plus d'emplois privés. Vous voulez des finances publiques en meilleure santé, mais créons plus d'emplois privés, on paiera des impôts, ça financera l'État. Vous voulez des services publics de meilleure qualité et mieux financés, c'est de là que viendra l'argent. De quoi il y a une révolution culturelle à mener en Wallonie, c'est un enjeu majeur de dire à la fois on doit lever les barrières, mais on doit aussi changer les esprits. Donc effectivement, d'abord il y a un gros chantier, je dirais, de réforme. C'est un mot qui est peut-être pas très beau, mais on doit changer pas mal de choses dans les règles pour rendre la vie plus facile à tout le monde. Ça c'est une première chose. Et il est vrai, moi j'en suis convaincu en tout cas, et on en est convaincu chez Act, un chantier de changement culturel, parce qu'on pourra réformer tant qu'on n'aura pas changé notre culture, ça n'aura pas tous ses effets. Alors ceci dit, avant de venir sur le fond des changements culturels, il y a plein de choses de la culture wallonne qu'il faut garder, parce que moi je suis un amoureux de la culture wallonne. La Wallonie c'est quoi? C'est la convivialité, c'est le sens de l'humour, c'est la capacité à rire de soi, c'est la solidarité aussi, c'est l'attachement qu'on a à nos services publics. Ça, il faut certainement pas le changer, c'est pas notre propos. Par contre, c'est vrai, notre président, Pierre Mottet, a appelé il y a 1 an à une révolution culturelle, et cette révolution culturelle, elle a plusieurs aspects, mais elle a un aspect de rapport à l'entreprise. Il y a quelques années qu'on n'a plus fait ce sondage, mais il y a quelques années, il y avait un sondage qui révélait qu'en Wallonie, on était une des régions en Europe où le monde de l'entreprise est vu de la manière la moins positive, où on a parfois aussi le sens de la prise de risque le plus bas, et un monde où parfois on n'ose pas, simplement on n'ose pas croire qu'on est des petits Wallons et qu'on peut changer le monde. Quand on voit Fabien Pincart qui dit « Moi, je suis avec Odoo, qui est déjà une très grosse boîte, mais j'ai envie de dépasser SAP, qui est une beaucoup plus grosse boîte », parfois on le regarde un peu en se disant « Est-ce qu'il n'est pas un peu trop ambitieux ?» Non, on a besoin de ça. On a besoin beaucoup plus de lui. On a un Fabien Pincart, je dis souvent il faut le multiplier par 10, par 20, par 30. On a besoin de rôle modèle, quelque part. C'est un peu un de vos rôles. C'est pas le seul, évidemment. On va parler d'autres dimensions, mais de mettre en avant les entreprises qui réussissent, ou en tout cas qui ont des idées créatives, etc. Déjà, il y a plein de gens qui le font bien. Moi, je trouve que vous le faites pas mal. Il y a pas mal de médias qui, je trouve, mettent déjà très bien en valeur ceux qui changent la Wallonie. Alors, on peut donner Fabien Pincart, on pourrait parler d'Iker, on pourrait parler d'Ecostéril. L'autre jour, j'étais chez Quality Assistance, aussi une très belle boîte au milieu du Hainaut, chez Nathalie Drouot. Vraiment, toutes des belles boîtes qu'on met en valeur
valeur pas mal, qu'on a encore plus mettre en valeur. Il y a des médias où on les voit moins, c'est vrai. Mais au-delà d'une vitrine, on a besoin d'une vitrine, on a besoin de rôle modèle. Je pense qu'on a aussi besoin de positivisme. Moi, il y a une chose qui me frappe, parce que je participe à pas mal de débats publics récemment, c'est parfois la sinistrose ambiante. On parle beaucoup des choses négatives, des choses qui ne vont pas, des choses qu'il faut réformer parce qu'elles fonctionnent mal. On doit être capable, je trouve, d'articuler un projet positif pour la Wallonie et pour la Belgique. On ne peut pas avoir un discours uniquement du sang et des larmes. On doit aborder un discours et une histoire positive pour notre pays et dire voilà le projet positif qu'on a pour la Wallonie, parce qu'il y a une belle histoire à raconter. Il y a un nouveau gouvernement qui porte un peu cette dynamique-là, mais avec des vents contraires. C'est une époque où, à la fois, il y a une volonté d'imprimer des nouvelles dynamiques, et en même temps, on nous dit la Wallonie n'est pas un Mr Cash. Donc, parce que la situation budgétaire est compliquée, on en parlera. Comment vous évaluez cette nouvelle dynamique que porte le gouvernement d'Adrien Dolimon ? On a fait le bilan il y a quelques jours avec notre conseil d'administration. On a revu l'ensemble des grands dossiers, comme on dit, sur lesquels on attendait le gouvernement, justement pour créer ce cadre visant à rendre l'entrepreneuriat plus facile en Wallonie. C'est un bilan nuancé. Alors pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, le message c'est « Mais Frédéric, je n'ai encore rien vu sur le terrain ». Et c'est vrai, ils n'ont pas tort. Mais ce que je leur réponds, c'est que le temps du politique n'est pas le temps de l'entreprise. C'est normal que ça prenne un peu de temps de faire passer les textes. Oui. Mais ceci dit, si on regarde, il y a 3 grands types de dossiers. Il y a les dossiers sur lesquels ça a bien avancé et ça va rapidement avoir des résultats sur le terrain. Je pense que le principal, tout le monde est d'accord, c'est la question des politiques de l'emploi. Ce gouvernement, aussi bien au niveau régional qu'au niveau fédéral, est en train de délivrer une révolution copernicienne. On parle beaucoup de la réforme des allocations de chômage au niveau fédéral, mais il va aussi y avoir une réforme de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par le Forum, une réforme des aides à l'emploi. On attend, celle-là elle se fait un peu attendre, une réforme des formations qualifiantes. Mais donc sur le dossier de l'emploi, le gouvernement est en train d'avancer. Il y en a d'autres. Je pense que, par exemple, sur la fonction publique, il y a eu des grands changements. Il y a toute une série de dossiers, et c'est la majorité des dossiers, sur lesquels ça avance en coulisses, mais on ne voit pas encore les résultats sur le terrain. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué ? Parce que ça prend du temps. Mais par exemple, un des grands problèmes que rencontrent les entreprises en Wallonie, c'est avoir accès à des terrains pour s'installer. Alors qu'on a moins d'activité économique que d'autres régions voisines. Le paradoxe, a priori, on a de l'espace. Voilà, mais on a encore du mal à trouver des terrains. Donc le gouvernement s'est engagé... qu'il faut assainir, notamment souvent. Donc le gouvernement, voilà, exactement. Mais le gouvernement s'est engagé à développer 1500 hectares de terrain en plus. Il travaille sur un plan. Il nous a dit que dans quelques mois, il l'aurait. Donc là, on dirait, le jury attend la fin des délibérés et on jugera quand le plan sera sorti. C'est la même chose sur l'énergie. C'est vraiment le coût de l'énergie est un des gros problèmes pour les entreprises, comme pour les ménages d'ailleurs, en Wallonie. L'accès à l'énergie de plus en plus devient un problème. On y travaille au niveau du gouvernement. Là, on dit on attend. Et puis, il y a la dernière catégorie de dossiers. C'est les dossiers sur lesquels on dit là, il faut que ça accélère parce qu'on ne voit pas à l'heure actuelle que ça va assez vite pour délivrer d'ici à la fin de la législature. Je pense en particulier à la simplification administrative et encore plus en particulier au permis, j'en parlais en début. Il y a eu une grosse réunion du gouvernement où ils étaient tous là, chaque ministre s'engageant sous l'égide de Jacqueline Galland, si je ne m'abuse, à dire on va agir. On a eu une belle réunion, on a eu sur les permis une belle feuille de route du gouvernement. Là, on a applaudi, on a dit écoutez, dans cette feuille de route, il y a tout ce qu'il faut. Nous, maintenant, ce qu'on attend, c'est des résultats et on ne voit pas encore l'accélération au niveau de la mise en œuvre. Et donc, cette dernière catégorie de dossiers, c'est les dossiers qui sont en besoin d'accélération. Donc, vous voyez, un constat nuancé. Les choses avancent quand même dans la bonne direction, il faut le reconnaître. Elle avance dans la meilleure direction que par le passé en ce qui nous concerne, mais on va surtout attendre les résultats sur le terrain. Parce que Thomas Dermine, bourgmestre de Charleroi, socialiste dans l'opposition, nous disait récemment ok, il y a des slogans, c'est très bien, mais il manque cette capacité à délivrer, notamment d'amener toutes les forces vives dans cette dynamique-là. Est-ce que ça, c'est un enjeu ? Alors, je vais laisser les polémiques politiques aux politiques. Moi, je vais vous dire ce qu'on voit. Premièrement, sur le contenu du programme. Moi, je l'ai dit, quand on a vu la déclaration de politique régionale et quand on voit les choses qui avancent, elles avancent globalement dans la bonne direction. Mais c'est vrai qu'il y a un constat plus global, mais il n'est pas propre à ce gouvernement. En fait, c'est un de nos maux au niveau des pouvoirs publics francophones depuis des décennies. C'est la capacité à mettre en œuvre. On fait parfois des grandes déclarations, et puis après, on ne déploie pas les équipes sur le terrain pour les mettre en œuvre. Moi, je connais un cas d'une réforme qui a réussi à bien le faire en Wallonie depuis 10 ans, qu'on soit d'accord ou pas avec le contenu, c'est la réforme du pacte pour un enseignement d'excellence, où le politique a dit, on va faire des réformes, il a mobilisé des équipes, et on voit qu'en 10 ans, ils ont fait beaucoup de changements. Mais on la revoit.
en même temps pour le moment. Ça, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir. Mais au moins, qu'on soit d'accord ou pas avec le contenu, au moins ça a avancé. Donc, dans l'ensemble des domaines de la gestion de la chose publique en Wallonie, on doit arriver, et en Belgique francophone de manière plus générale, à renforcer, si on pour le terme un peu technique, les équipes de gestion du changement. C'est un des défis de ce gouvernement. C'est, à mon avis, le prochain grand défi de la ministre en charge de la fonction publique. Alors, je l'ai dit, la Wallonie n'est pas un Mr Cash, il y a un contexte budgétaire. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, mais est-ce qu'on est dans une période où c'est facile? Parce qu'on dit aux Wallons et aux Wallonnes changez, entreprenez, travaillez, etc. Mais en même temps, les caisses sont plus ou moins vides. Est-ce que ça veut dire que là, on est dans des périodes de conclave un peu à tous les niveaux de pouvoir? Est-ce que ce contexte-là, il n'est pas lourd en arrière-plan? Effectivement, on fait face à une situation budgétaire qui n'est plus tenable, avec des déficits publics qui, depuis plusieurs années, sont élevés, aux alentours ou au-delà de 10%. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et donc nous, en tant que représentants de l'entreprise, on tient un discours de responsabilité. On doit faire des efforts budgétaires maintenant. Et donc oui, on doit relever ce double défi de relancer notre région et en même temps de réaliser des économies. Oui, c'est possible. C'est possible. D'ailleurs, un exemple, la semaine dernière, il y a eu un rapport qui a été publié par des experts indépendants sur la commande du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et leur conclusion était: 1, la situation n'est pas tenable, comme je viens de le dire. 2, si on cherche des moyens pour faire des économies sans œillères, on en trouve. Et troisièmement, ça qui est important, ils ont dit on peut le faire sans nuire à la qualité du service public. Donc nous, le message qu'on porte en ce qui nous concerne, pour les budgets qui nous concernent au niveau de l'entreprise, c'est que nous, on est prêt à réformer. Donc dès qu'il y a des inefficacités dans les budgets, on est les premiers à dire qu'il faut réformer. Et d'ailleurs, on tient parole. On a accompagner le gouvernement dans la réforme des aides à l'investissement. On est en train d'accompagner le gouvernement, de travailler avec eux sur la réforme des aides à la recherche, et même chose sur aide à l'emploi. Dès qu'il y a des choses inefficaces, on sera prêt à réformer. Par contre, on tient aussi un deuxième message important. Vous rappelez ce chiffre, 21 emplois privés en Wallonie pour 100 habitants, 29 en Flandre. C'est ça la solution, c'est là qu'il faut aller changer la situation. On ne va pas changer cela si on réduit maintenant l'investissement dans l'économie. Si on regarde le budget wallon total, c'est moins de 5% qui est dépensé dans l'aide directe à l'activité économique. On dit réformer tout cela, oui. Le réduire, ce serait se tirer une balle dans le pied. En même temps, Fabien Pinkertz, dont on a parlé tout à l'heure, lui, il dit on n'a pas besoin d'aide. En fait, surtout, foutez-nous la paix, en quelque sorte. Laissez-nous diriger nos entreprises, on le fait très bien, et pour le reste, on n'a pas besoin d'aide. Mais les deux choses ne sont pas contradictoires. Il y a des tas d'entreprises comme celle de Fabien Pinkertz qui sont à ce point en croissance, à ce point productives, qu'elles peuvent se permettre d'avancer sans aide. C'est la grande majorité des entreprises. Quand je vous dis qu'il y a moins de 5% du budget qui est consacré aux aides économiques, la majeure partie des entreprises, elles vivent sans aide économique et elles n'en demandent pas plus. Et puis il est vrai, dans certains domaines, il faut pouvoir aider. Quand je dis aide aux entreprises, aide à l'emploi, c'est quoi? C'est avant tout dire aider une entreprise qui veut engager un chômeur de longue durée pendant quelques mois à former ce travailleur. Donc ce n'est pas demander des subventions, ce n'est pas quémander des subventions, c'est demander à un moment donné un support quand c'est nécessaire pour engager un travailleur qui est chômeur de longue durée, faire un investissement majeur sur le territoire, innover, prendre un risque pour innover. Est-ce que c'est ça la clé, l'éducation, la formation? On sait qu'on a cette réforme de limitation dans le temps des allocations de chômage qui fera quelque part accompagner ces chômeurs de longue durée parfois vers le travail. Est-ce que le nerf de la guerre en Wallonie et à Bruxelles aussi, c'est ces deux volets-là? Or, on est un peu sous pression là-dessus. C'est un des nerfs de la guerre. C'est un des nerfs de la guerre parmi les plus importants. On l'a dit, ce serait un des dossiers majeurs de la législature. Sur le dossier emploi, il y a un ensemble de changements, je l'ai dit, accompagnement des demandeurs d'emploi, réforme des aides à l'emploi, réforme de l'allocation de chômage. Je pense que là, la révolution est en train de prendre place. Il y a le dossier formation qualifiante, où ce gouvernement a sorti une feuille de route qu'on a analysée, et sur l'ensemble des dossiers, on dit c'est très ambitieux, c'est une belle feuille de route. Développement à l'échelle de l'enseignement en alternance, on en parle depuis des années, là il y avait les recettes pour y parvenir. Rapprochement du monde de l'école, du monde de l'entreprise. Je pense que dans l'ambiance parfois un peu négative aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a un élément très positif, c'est que quand
en tant que représentant des entreprises, je vais aujourd'hui parler au monde de l'école. Le monde de l'école me répond, oui, nous voulons travailler ensemble, nous l'avons fait cet été. C'est bien parce qu'au Doubs, à une époque, avait fait une tournée des popotes et on avait plutôt tendance à les... Écoutez, les choses ont changé. Moi, j'étais invité par le secrétariat général de l'enseignement catholique qui représente plus ou moins 50% des écoles cet été sur le thème école-entreprise lors de leur grande réunion annuelle. Et à la fin de la journée, la conclusion, c'est on veut avancer ensemble. Là où ça bloque pour l'instant, étonnamment, ça bloque au niveau du gouvernement. Il y a un petit ou gros blocage au niveau du gouvernement de la FOEB sur la question du tronc commun. Nous, on a un message qu'on partage, qu'on a déjà répété plusieurs fois, et on n'est pas les seuls. Mettons ce dossier du tronc commun derrière nous, avançons sur cette réforme, finalisons-la, et commençons ce magnifique chantier de la réforme des formations qualifiantes, de l'enseignement qualifiant, qui est la clé. Moi, les chefs d'entreprise que je rencontre, ils me disent « Frédéric, ce dont j'ai besoin, c'est de profils techniques bien formés. C'est ça qui fera le bilan de ce gouvernement de la FOEB en matière d'enseignement, pas la question de savoir s'ils ont continué à se battre sur le tronc commun. Justement, Frédéric Panier, vous étiez cette semaine à un colloque organisé par le Centre Jean Gol, le service d'études du MR, mais qui était avec de nombreux CEO consacrés à la réindustrialisation. Il y a eu des beaux échanges, et notamment, vous avez dit à cette occasion-là, que cet enjeu scolaire, en tout cas de formation, était crucial, à la fois pour lutter contre la pénurie, on sait qu'il y a 146 métiers en pénurie en Wallonie, mais vous avez dit aussi pour des top talents. Vous avez dit que ce n'est pas un mauvais mot, il faut qu'on s'y consacre aussi. Effectivement, on a un triple défi pour notre système d'enseignement. Un, on doit augmenter le niveau moyen, qui est trop bas. On sait qu'on est pas dans les meilleurs du classement de l'OCDE, pas parmi les pires, mais pas parmi les meilleurs. On a trop d'inégalités scolaires dans notre système scolaire, on doit lutter contre les inégalités scolaires, et en particulier aider les élèves les plus faibles. Mais en même temps, si vous regardez parmi les meilleurs élèves, dans les tests PISA, excusez-moi un peu les tests internationaux PISA, qui font référence. Voilà, qui font référence. Il y a les deux niveaux supérieurs, 5 et 6. Si vous regardez, on a, alors si je me rappelle bien, c'était mardi, les chiffres étaient, je pense, 6 ou 7% de top performers, comme on dit, au niveau francophone belge, 2 fois plus, près de 15% en Flandre. À Singapour, c'est 41% en mathématiques. Ces élèves qui sont au sommet de la distribution des résultats, c'est souvent ceux qui demain, pas toujours, mais souvent ceux qui vont être au top de la recherche scientifique, qui vont inventer les technologies de demain et qui vont aider à créer peut-être les odous de demain. Et donc on a aussi besoin de travailler, d'ouvrir ce nouveau chantier de l'excellence en matière académique. Là, c'est libérer les énergies aussi. En fait, on revient à la même chose. En fait, c'est supprimer les barrières, mais donner aussi la possibilité à ceux qui peuvent exceller d'exceller. Effectivement, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour des jeunes de pouvoir se dire qu'ils vont pouvoir faire progresser la science, faire avancer le savoir dans leur domaine et être au top de leur domaine. C'est un beau rêve aussi pour les jeunes. Alors le contexte, la conjoncture, malgré tout, ça joue. On parle toujours de tous les enjeux dont on parle qui sont importants et qui, quelque part, réforment et donnent des lignes pour l'avenir. Mais le contexte international, notamment économique, n'est pas toujours simple. Est-ce que chez vous, auprès de tous les adhérents d'Actes, c'est quelque chose qui préoccupe ? Alors effectivement, je porte aujourd'hui, parce que c'est ce que nous voulons porter, un message d'espoir et de positivité, mais les chefs d'entreprise qui me regardent doivent sans doute se dire que je suis un peu trop positif parce que la situation n'est pas facile, que ce soit la question des prix de l'énergie qui reste très élevée, en lien notamment avec les situations géopolitiques, que ce soit la question des droits de douane aux États-Unis, et plus globalement l'ensemble de l'incertitude géopolitique. C'est une période très difficile, en particulier pour le domaine de l'industrie. On a aujourd'hui une conjoncture complexe, et donc le message par rapport au gouvernement, c'est pas qu'il faut reculer, c'est pas qu'il faut changer de cap, c'est qu'il faut au contraire accélérer. Accélérer les réformes ? Oui. Oui, et ça veut dire aussi qu'on est dans un contexte européen. Alors, votre collègue fédéral de la Fédération des entreprises de Belgique, Peter Timmermans, disait, quelque part, il y a un rapport qui est là, le rapport Draghi, dans lequel beaucoup de choses sont écrites, et en fait, on n'avance pas. Est-ce que c'est votre constat aussi ? On refaisait exactement le même constat avec notre conseil stratégique la semaine dernière. Un an après le rapport Draghi, un peu plus d'un an, moins de 11% des mesures ont été mises en œuvre. Mario Draghi lui-même le regrettait. On a un questionnement sur la gouvernance européenne. Je pense qu'il faut voir dans les 2-3 mois qui viennent, est-ce que oui ou non les chefs de gouvernement arrivent à se mettre d'accord ? Si pas, à mon avis, il faudra se poser la question de la gouvernance européenne. Gouvernance, parce qu'on n'a pas assez de capacité de décision au niveau européen. C'est trop lent. Moi, j'ai un chef d'entreprise qui m'appelle l'autre jour, qui me dit, Frédéric, moi, il y a des règles qui doivent être adaptées maintenant, sinon des décisions d'investissement en Europe ou à l'étranger se feront dans l'année qui vient. Le rythme de progression des règles qui doivent passer à travers le processus législatif européen
européen aujourd'hui est trop lent et il y a encore trop de désaccords entre les gouvernements européens qui bloquent. Et donc on a effectivement un défi majeur pour l'Europe. On n'a plus le luxe d'attendre parce que le reste du monde, lui, il avance, pas forcément dans la bonne direction, mais il avance vite. Ça veut dire quoi? C'est aussi des questions d'investissement. J'entendais cette semaine aussi des chiffres en disant le rapport Draghi parlait de 800 milliards d'investissements nécessaires, notamment pour la réindustrialisation, la compétitivité, etc. On en est à 400 milliards sur 4 ans, donc c'est insuffisant. Je pense que c'est David Clarinval qui citait ces chiffres. Ça veut dire que c'est ça aussi? Oui, c'est ça aussi, mais on en revient avant tout pour moi à la question quand même du cadre économique. Ouais. Quelques chiffres. Le marché intérieur. Si vous êtes une entreprise américaine, vous avez directement un marché de plus de 300 millions de consommateurs. En Europe, si vous regardez le marché intérieur, les frontières entre les pays, c'est équivalent à des droits de douane implicites de 40% sur les biens, si vous voulez faire des exportations de biens entre pays, de plus de 100% sur les services. Si on avait un marché intérieur beaucoup plus intégré au niveau européen, ce serait un avantage beaucoup plus grand pour nos entreprises. Deuxième élément, le marché des capitaux. On a en fait plus d'épargne que n'importe quel autre continent au niveau mondial. Cette épargne, malheureusement, aujourd'hui, elle est bloquée, elle n'est pas suffisamment investie dans les capitaux à risque du fait d'un manque de marché des capitaux aussi profond, aussi développé qu'aux États-Unis. Donc c'est donc plus une question de mettre en œuvre, c'est un peu technique, le bon cadre pour que l'activité économique puisse se développer, plutôt que d'encore renforcer le rôle de l'État. Est-ce que vous êtes un partisan des États-Unis d'Europe, par exemple? Alors, je sais que c'est un peu slogan, mais c'est-à-dire effectivement une intégration beaucoup plus renforcée, quelque chose où on fonctionne tous ensemble, avec des géants, par exemple, au niveau industriel, au niveau européen. Je crois clairement qu'il est temps de repenser un nouveau projet européen pour le XXIe siècle. Les autres pays sont en train d'accélérer. Malheureusement, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, dans une mauvaise direction. On voit les démocraties qui sont mises en danger. Je pense que l'Europe doit aujourd'hui se dire que si elle ne reprend pas le leadership du monde démocratique, du monde libre, excusez-moi, l'expression peut-être un peu grandiloquente, mais on en est là, ce seront des forces plus sombres qui prendront le pouvoir. On doit oser à nouveau reprendre des grandes idées pour avoir le leadership au niveau international. Vous connaissez bien les États-Unis, je crois que vous avez vécu aux États-Unis. Effectivement, pendant 5 ans, oui. Et vous avez travaillé, vous connaissez bien la dynamique j'ai même vécu dans la Silicon Valley, donc j'ai vécu le cœur de ce qu'est l'innovation américaine. Et effectivement, ça vous a inspiré quoi? Il n'y a certainement pas tout à en retenir, mais si on en revient, c'est un sujet qu'on a discuté, la capacité à penser grand, à rêver grand. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours ma première soirée dans la Silicon Valley. J'ai rencontré la personne qui, à l'époque, dirigeait le programme pour les véhicules autoconduits de Google. Et c'était en 2008. Je lui ai dit, mais enfin, ça n'arrivera jamais. Et il m'a dit, Frédéric, attends, tu vas voir. Eh bien, dans une semaine, dans les prochains jours, on se rend en Californie avec une mission princière pour aller visiter. Et on va voir quoi à San Francisco? Des voitures de chez Google qui conduisent tout seul sur la route. On doit, je pense, arriver à avoir... Ça veut dire que le rêve était déjà écrit et que maintenant il est concrétisé, quoi. Quelque part, c'est ça dont on a besoin. Parfois, on n'ose pas assez rêver chez nous, on doit oser rêver. Et pour ça, on a besoin de top talent, on en a parlé, qui sont capables aussi de développer ces nouvelles technologies. Est-ce que ça veut dire aussi que, par ailleurs, les États-Unis que vous connaissez, il y a quelqu'un qui connaît bien les États-Unis et qui écrit des choses assez critiques sur l'évolution du pays, c'est Bruno Coleman, l'économiste, qui évoque un peu les dérives du régime Trump. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous inquiètent ou vous dites, par ailleurs, économiquement, ils font des choses qui leur permettent d'être à la pointe? J'imagine que c'est contrasté, en fait, forcément, quand on regarde une situation comme celle-là. En tant que représentant des entreprises, on s'exprime avant tout sur les questions économiques, mais quand je parle avec nos membres, les chefs d'entreprise, très rapidement, quand on a des discussions, la conversation part sur la question de la démocratie. Il y a, et c'est une bonne chose en même temps, une inquiétude généralisée chez les chefs d'entreprise par rapport à la perte du sens démocratique. Alors on a de la chance en Europe, ce sens démocratique il est encore fort là en Belgique, mais il a tendance quand même à s'amenuiser. On voit des pays dans lesquels, vous parlez des États-Unis, mais ce n'est pas les seuls, les fondements même de la démocratie commencent à être remis en cause. C'est la question la plus importante de notre époque. C'est le plus grand défi que nous devons tous relever. On l'a déjà dit, je crois que je le disais chez vous il y a 1 an. On a besoin, je pense, d'un nouveau pacte social, économique, environnemental et démocratique. Et ce pacte, on doit le construire tous ensemble. Les entreprises, les partenaires sociaux, le monde politique, les partenaires environnementaux et la société civile. Et d'ailleurs, lors du même colloque sur la réindustrialisation, vous aviez dit je ne ferai pas de syndicat bashing, on doit travailler ensemble. Donc ça veut dire que
il y a des points d'attention, j'imagine, mais que la volonté, c'est de travailler main dans la main dans ce sens-là. Est-ce que ça se fait? Les syndicats, c'est des partenaires. Et donc un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on doit travailler main dans la main. Et c'est aussi quelqu'un avec qui, quand on est un partenaire, si on est des vrais partenaires, quand ça ne va pas, on doit le dire. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire. J'attends aussi d'ailleurs des syndicats qui nous disent qu'on puisse travailler main dans la main. Et vous travaillez vraiment main dans la main aujourd'hui? Alors il y a plusieurs dossiers qu'on a... alors après le début de la législature, je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur la question avec les gouvernements. Je pense que maintenant, il y a plusieurs dossiers sur la table sur lesquels on a envie de relancer effectivement la concertation. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, la concertation sociale, elle est mise à mal. Il appartient de la relancer. On a notre part de responsabilité. Les syndicats ont la leur. Je crois que c'est un des défis des 12 à 24 prochains mois. Quand on parle justement de ça, alors ça ne se joue pas à votre niveau, évidemment, c'est plus au niveau fédéral, mais j'entendais cette semaine quand même pas mal de CEO qui disent on a un problème avec l'indexation automatique des salaires. Bon. Sujet récurrent, évidemment, mais que dans notre complexité à être compétitif, on est face à quelque chose qui s'apparente un peu à une concurrence déloyale. Bruno van der Linden, qui est professeur d'économie à l'UC Louvain, lui disait est-ce que face aux pénuries d'emploi, on ne devrait pas réajuster un peu les questions de la norme salariale, du carcan salarial, pour donner la possibilité à des entreprises de pouvoir attirer des talents. Est-ce que là, il y a quelque chose sur lequel on pourrait jouer, ou bien c'est de la nitroglycérine? Écoutez, en tout cas, auprès des chefs d'entreprise que je rencontre, c'est très souvent la première préoccupation. Je vous donnerai un exemple. Une chef d'entreprise qui vend des produits à l'international pour des contrats de plusieurs années. Et dans cette industrie, il est impossible, parce que personne ne le fait, de mettre des clauses d'indexation dans le contrat. Eh bien, cette chef d'entreprise avait conclu plusieurs contrats. Et puis, il y a 2-3 ans, il y a eu cet épisode d'inflation extrêmement important. Donc, on a eu plus de 10% d'inflation. Là, vous avez dit, quelqu'un qui vous disait, c'est peut-être 15%, ça. Voilà, c'est la même. On est mort, quoi. Ouais. Ben, à ce moment-là, pour cette personne qui avait une marge qui n'était pas au-delà de 15% sur ses contrats, au-delà de 10% sur ses contrats, ça veut dire qu'une grande partie de ces contrats ont été réalisés à perte. Ça n'a été bon pour personne, ça n'a pas été bon pour l'entreprise, ça n'a pas été bon pour les travailleurs. Et donc, il y a un vrai problème avec ce système d'indexation. Après, il faut aussi entendre les citoyens. Quand on parle aux citoyens de l'indexation, ils voient leur pouvoir d'achat et la préservation de leur pouvoir d'achat. C'est peut-être la question la plus compliquée du dialogue social. Le programme de gouvernement fédéral prévoit une concertation. J'espère, comme vous l'avez dit, ce n'est pas notre compétence, c'est Action Wallonia, mais j'espère qu'effectivement, au niveau fédéral, la FEB et les partenaires syndicaux pourront trouver une solution. On doit être créatif, je pense, et repenser plus globalement le mécanisme de formation des salaires. Parce que ça pose quelque part cette question en toile de fond de, à la fois il faut créer de la richesse, enfin il faut répartir de la richesse, mais avant de la répartir, il faut la créer. Et on a l'impression que c'est un peu le nœud de tout ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'on doit créer de l'activité, créer des entreprises, les faire grandir. L'enjeu wallon, c'est celui-là en fait. Effectivement, ici on parlait tout à l'heure de changement culturel. Effectivement, ce qui marque par rapport à les débats qu'on peut avoir outre-Atlantique, c'est qu'effectivement les débats chez nous sont souvent répartis sur des questions de répartition, où Pierre prend à Paul ou pour donner à Jacques. Parce qu'effectivement, on travaille avec l'idée de dire on a très peu de croissance, on va vivre avec, donc on va se répartir ce qu'on a. Moi, je me rappelle, je n'étais pas né, mais je me rappelle de mes cours d'histoire sur les 30 Glorieuses. Durant les 30 Glorieuses, on avait des taux de croissance plus élevés. Et alors, on avait des discussions beaucoup plus intéressantes avec les partenaires syndicaux sur comment on se partage ce gâteau qu'on a créé. Je pense qu'on a devant nous, quand on part en Wallonie, avec un revenu par habitant qui est plus ou moins 30% plus bas que la Flandre, si on arrive à mettre en œuvre le bon cadre pour redévelopper l'activité économique, on a devant nous potentiellement de nouvelles 30 Glorieuses, et avec ça, on pourra à la fois développer l'entreprise, on pourra à la fois augmenter le pouvoir d'achat, et on pourra en plus financer la transition environnementale, parce que la transition environnementale, c'est quoi? C'est beaucoup d'investissements pour décarboner. Et donc, pour moi, les éléments du nouveau pacte social environnemental dont on a besoin, ils sont là. Relancer la croissance avec un cadre économique favorable, et ensuite partager, lors de négociations entre partenaires, les fruits de la croissance, entre redynamisation de l'entreprise, augmentation du pouvoir d'achat, transition environnementale. Bon, Frédéric Panier, on se donne rendez-vous dans un an. Pensez que vous aurez avancé dans cette voie-là, oui. Alors j'espère qu'on aura avancé. Je ne vous dirai pas qu'on aura tout fait en un an, par contre. Non, mais en tout cas, peut-être passer les balises de ce qui est un beau programme, finalement. Mais ça dépendra aussi de nos partenaires, donc à bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Frédéric Panier. Donc, vous êtes CEO d'Act, qui représente les entrepreneurs et les entrepreneuses en Wallonie. Exactement, c'est parfait. Et les entreprises aussi, c'est magnifique. Voilà, et on se donne rendez-vous dans un an donc pour évoquer l'avancement de tout ça. Bon, d'ici là, on va parler un peu budget, des choses un peu plus compliquées, mais
mais on se reverra de toute façon. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.